Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessikwame, fait le point des activités du tribunal militaire. Il parle notamment de la lutte contre l'impunité, les infractions commises par les forces de sécurité et de défense, le cas de fraude et de viol, l'attentat de Grand Bassam et les procès en cours. Voilà donc les sujets abordés par le procureur militaire. C'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. Le tribunal militaire continue de fonctionner. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Benakwame, fait le point des poursuites judiciaires. 16 fonctionnaires de police, dont une femme, poursuivis pour des faits de racket, seront jugés fin juillet. En ce qui concerne la fraude et l'escroquerie au concours, 12 policiers et militaires ont été mis aux arrêts et attendent leur jugement. Ceux qui réclament l'argent pour espérer faire rentrer des personnes dans les écoles militaires, que cela arrête, parce qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Mais il n'y a pas que. Parce que depuis 2012, il y a une autre loi qui punit également ceux qui sont victimes. Vous qui êtes plaignant, qui venez dire j'ai donné l'argent à quelqu'un pour me donner une place à l'école de police, ça n'a pas marché, je lui demande de me rembourser, de ne pas rembourser. Vous serez d'abord arrêté avant qu'on ne recherche le policier ou le gendarme ou le militaire. Pour faux et usage de faux, 3 militaires ont été arrêtés pour avoir imité la signature du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour établir des fausses cartes d'identité militaire. Par ailleurs, 8 dossiers de viol sont devant les juges. Pour ce qui concerne l'attaque de Grand Bassam, 2 militaires ont été arrêtés. Ils étaient informés des activités criminelles d'un des assaillants. Ils ont été cités par un nommé Sam, qui lui-même a été arrêté et entendu à la DST. Les enquêteurs sont sûrs l'enquête. Donc, chaque fois qu'ils découvrent des indices, qu'ils sont informés d'un fait, ils interpellent les personnes. Lorsqu'ils découvrent, par exemple, que le conducteur du groupe qui a attaqué Bassam avait des relations avec telle personne et que ces personnes-là leur envoyaient à manger, mais on les interpelle pour savoir ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on leur a dit qu'il y a 2 militaires qui sont impliqués, on les a interpellés. Quel est votre rôle? Et voilà ce qu'ils ont dit. Nous ne savions pas que c'était des djihadistes. On sait, nous avons des contacts avec eux. Comment vous les avez connus? Nous habitons le même quartier. Ils sont là depuis longtemps, donc on communiquait. Alors pourquoi on ne les a pas dénoncés? Selon eux, ils ne savaient pas que c'était des djihadistes. Mais l'affaire est grave. On les a pris pour avoir plus d'informations. L'enquête n'est pas terminée. Ils sont incarcérés, l'enquête n'est pas terminée. Je dis qu'ils seront jugés, mais d'ici là, on continue les enquêtes pour savoir ce qu'ils ont fait de plus grave en dehors de la non-dénonciation. 2 policiers ont été arrêtés pour le meurtre d'un jeune Libanais à Assondé, quand un sous-officier de police a été arrêté pour avoir mortellement percuté un étudiant handicapé de l'université Félix Houphouët-Boigny. Son procès aura lieu entre le 20 et le 22 août. Ils étaient plus d'une centaine de préfets et sous-préfets des régions du sud de Comoé hier mercredi 13 juillet au centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam pour rencontrer le directeur de l'Office national d'identification, l'ONI. Au cœur des échanges, la présentation de l'identification de masse décidée par le gouvernement en marge de la révision de la liste électorale. Le corps préfectoral et les sous-préfets sont les relais de l'administration au niveau local. Leur implication dans l'opération d'identification de masse garantit le succès du processus. L'ONI a déjà dépêché sur le terrain 1266 agents. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Pour densifier la liste électorale, le gouvernement lance conjointement le projet Identification de masse. L'opération a été expliquée ce mercredi au préfet et sous-préfet. Nous allons tout simplement encadrer cette opération de masse afin que les populations répondent et que des personnes ne restent plus à l'écart de tout ce qui est état civil. Notre rôle en tant qu'autorité préfectorale, c'est de sensibiliser nos populations. Sensibiliser nos populations pour comprendre que cette identification de masse est à leur honneur. L'identification de masse, un véritable travail de fourmi. Les registres d'état civil de 2009 seront analysés pour retirer les personnes décédées. Comme l'illustrent ici ces images, les greffes dans les tribunaux vont étudier les registres pour établir les listes des personnes déchues de leur droit de vote. Enfin, des audiences foraines se tiendront pour fournir des cartes d'identité aux personnes en âge de voter. L'identification de masse a pour finalité d'apurer la liste électorale de tout doublon. Nous sommes dans la perspective de la mise en place d'un registre national des personnes physiques, ce qui sous-entend que tous ceux
qui sont en âge de voter. Tous ceux qui sont en âge d'avoir une CNI, c'est-à-dire 16 ans et plus, doivent figurer dans la base de données nationale de l'Office national d'identification, qui est la base de référence, qui est la base qui permet de vérifier l'authenticité de l'identité des personnes, qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de s'assurer de l'existence des informations de ces personnes-là qui vivent sur son territoire. Des dossiers relatifs à l'identification et des valises sont distribués aux préfets et sous-préfets. 129 centres sont déjà fonctionnels et 1266 agents ont été déployés dans les sous-préfectures et préfectures qui font office de centres d'enrôlement. C'est pourquoi le gouvernement table sur l'implication des autorités locales. L'identification de masse, un processus d'envergure qui se poursuivra au-delà de la révision de la liste électorale. L'immigration clandestine, c'est l'entrée illégale d'étrangers sur un territoire national donné. En Côte d'Ivoire, l'immigration gagne du terrain. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui migrent clandestinement vers les pays dits développés à la recherche des meilleures conditions de vie et ce au risque de leur vie. Pour donc freiner ce flux migratoire, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec la fondation allemande Friedrich Naumann, mène une campagne de sensibilisation dans les communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Et cette campagne a déposé ses valises à Grand-Bassam et Yopougon. On en parle avec Franck Quadio. Ces 20 dernières années, le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe par la Méditerranée est estimé à 22 000 selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui migrent de façon irrégulière vers les pays développés à la recherche de meilleures conditions de vie et ce, au péril de leur vie. Lors de la réunion avec le ministère de l'Affaires étrangères allemand, il est apparu que la Côte d'Ivoire serait passée à la 4e position dans ce phénomène qui est quand même assez grave. Freiner donc ce flux migratoire et empêcher la jeunesse de gagner l'Europe par la Méditerranée. Mission qui ont conduit la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et la fondation allemande Friedrich Naumann à Grand-Bassam et Yopougon. Plusieurs activités réalisées, des projections de films montrant les dangers de l'immigration clandestine, notamment le naufrage des bateaux de fortune et les nombreuses pertes en vie humaine. Nous avons vu tout à l'heure un documentaire qui montre les conditions quasiment inhumaines dans lesquelles ces jeunes-là sont en essayant de traverser. Je pense que la vie est au-dessus de la recherche de ce pécule-là, parce que je pense que ces personnes-là, avec une meilleure organisation, peuvent bénéficier de plus qu'en Europe en restant dans leur pays. Nous souhaitons sensibiliser nos jeunesses afin qu'il y ait une prise de conscience véritable sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Lorsque les Ivoiriens veulent voyager, il y a des ambassades, ils doivent se rendre dans ces ambassades, ils doivent prendre les informations nécessaires afin d'éviter de se retrouver dans des pays où leurs droits ne seront pas respectés. Démarrée le 10 juin à Daloa, cette campagne de sensibilisation sillonnera tour à tour les villes d'Anyama et Korogo dans les prochains jours. Hors de nos frontières, à présent, les États-Unis ont envoyé 47 militaires au Soudan du Sud. Ils sont arrivés mardi sur le terrain et ont pour mission de protéger les citoyens, l'ambassade et les biens américains alors que plusieurs pays rapatrient leurs ressortissants et que le Conseil de l'ONU débat d'un éventuel renouvellement de la MINUS, d'un possible embargo sur les armes et de sanctions. Dès dimanche, tous les personnels diplomatiques non essentiels avaient été évacués et des consignes d'extrême prudence ont été données à ceux qui doivent rester sur le terrain. L'ancienne ministre burundaise Hafsa Mosi a été assassinée hier mercredi à Bujumbura. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police, Pierre Nkouriye. Hafsa Mosi était députée de l'Assemblée de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Elle a été tuée dans le quartier de Jiosha, dans l'est de Bujumbura, par 2 criminels dans un véhicule, alors que les pourparlers inter-burundais se poursuivaient encore en Tanzanie. Alors que les pourparlers inter-burundais ont échoué ce mardi 12 juillet en Tanzanie, un autre meurtre vient saboter la sortie de crise. Hafsa Mosi, ancienne ministre et proche du président, assassinée ce mercredi à 10h30, heure locale dans le quartier de Jiosha, dans l'est de la capitale Bujumbura, par 2 criminels armés de fusils d'assaut de type AK-47 dans un véhicule.
Elle devient ainsi la première responsable politique de premier plan à être assassinée. Depuis le début de la crise, plusieurs militaires de haut rang proches du pouvoir ont été tués. Malgré ces morts, le gouvernement burundais refuse toujours de s'asseoir à la table de négociation en Tanzanie. Il dénonce la présence dans la salle de figures de l'opposition et de la société civile qu'il traite de putschistes. Dans cette crise née de la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, on dénombre 500 morts et plus de 270 000 exilés. Commentaire signé Émilie Touré et Thomas Gessambi. Le Premier ministre David Cameron avait annoncé lundi dernier à la surprise générale sa démission pour ce mercredi et non plus en septembre comme prévu. Et c'est Theresa May qui occupait la fonction de ministre de l'Intérieur qui vient de prendre les rênes du gouvernement britannique. La nouvelle première ministre devra faire face à plusieurs défis, entre autres activer l'article 50 du traité de Rome pour entamer les négociations avec l'Union européenne suite au Brexit. Plus de précisions avec Kader Ouattara et Thomas Gessambi. Theresa May au 10 Downing Street. En devenant ce mercredi la deuxième femme première ministre de l'histoire de la Grande-Bretagne, cette ancienne ministre de l'Intérieur entre ainsi dans l'histoire par la grande porte. Réputée pour sa détermination, sa force de travail, mais aussi une certaine froideur, Theresa May hérite d'un pays que le référendum a laissé sans dessus-dessous. À peine investie, elle devra immédiatement s'atteler à des missions titanesques. Mettre en œuvre le Brexit qui aura eu raison de son prédécesseur et réconcilier un pays profondément divisé sur la question européenne. Pour cela, elle compte s'appuyer sur une équipe rajeunie tout en faisant une place à certains poids lourds comme George Osborne, le ministre de l'économie sortant. Les premiers jours de la nouvelle première ministre devraient être scrutés par les marchés financiers en quête de certitude après le choc du Brexit. L'ex-premier ministre David Cameron avait annoncé sa démission au lendemain du vote à 52% sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Commentaire signé Kader Ouattara et Thomas Gessambi. L'opposant et député tchadien Ngarelji Yoronga a déposé une plainte mardi 12 juillet au tribunal de grande instance de Paris pour des faits d'enlèvement et de torture. Objectif, faire en sorte qu'une enquête soit ouverte en France en vertu du principe de compétence universelle pour les infractions de torture. Alors que le Zimbabwe entame sa deuxième journée de grève générale, un des leaders de mouvements citoyens derrière la contestation a été relâché mercredi soir, le 13 juillet, par la police. Le pasteur Ivan Mawarire avait été 24 heures plus tôt accusé d'incitation à la violence publique et inculpé. Mais après une journée tendue au tribunal d'Harare, la justice a ordonné sa libération. Omar al-Chichani, entendez Omar le Tchétchène, l'un des commandants les plus en vue du groupe État islamique, a été tué en Irak. C'est ce que rapporte l'agence Amaq liée à cette organisation qui n'a pas précisé quand. Sa mort probable avait déjà été annoncée. Si elle est confirmée, elle est un nouveau coup dur, un nouveau coup donc porté à l'EI car il était un stratège et un personnage emblématique de l'organisation. Il est filmé 24 heures sur 24. Salah Abdeslam estime que cela est contraire à ses droits fondamentaux. Détenu à l'isolement dans la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne, le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre à Paris a saisi ce mercredi la justice. En France, justement, le traditionnel défilé du 14 juillet comportera un peu moins de soldats cette année. Un défilé axé sur l'engagement de la jeunesse auquel vont participer 3200 hommes et femmes, 212 véhicules et 85 avions et hélicoptères. Voilà, merci de toujours nous suivre sur RTI.